les Itata, comment allez-vous? Vous êtes certainement nombreux à connaître notre invité, surtout si vous êtes habitués aux musiques traditionnelles de chez nous, avec notamment le tambour comme instrument de base, le tambour, les percussions en général. Il les fabrique, il les pratique, il les met en valeur dès qu'il le peut. C'est aussi un amoureux fou de la culture martiniquaise dont il assure la promotion partout où il va, en Côte d'Ivoire, à Cuba, au Venezuela, au Canada, au Japon, entre autres. Mais au cours de cette émission, vous allez découvrir qu'il a fait et qu'il fait encore tant d'autres choses que beaucoup d'entre nous ne feront jamais. Bonsoir, Sully Kali. Bonsoir, Jean-Marc. Mais oui, ça va, mais tu as dit beaucoup de choses. Parfois beaucoup de choses et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Donc ça fait quelques semaines, Sully, qu'on prépare ensemble ta participation à ces affaires nous. Et au fil de nos échanges, on s'est rapidement rendu compte qu'il faudrait au moins 2 émissions. Donc on va faire 2 émissions avec toi. C'est vraiment exceptionnel, tellement la variété de ton parcours méritait qu'on y consacre 2 émissions. Parce que comme je le disais, tu n'es pas qu'un homme de tambour. Tu es beaucoup plus que ça, au-delà même de ce que le public peut imaginer. Oui, en fait, quand le tambour, c'est mon produit d'appel. Je suis né dedans et élevé dedans, donc j'arrive à le maîtriser entièrement. Aussi bien le côté fabrication, mais le côté mystique et tout. Je maîtrise cet instrument, tambour bellet, tambour damier. Et toutes les autres choses que je fais, c'est autour du tambour. Que c'est l'écriture, tout ça, c'est autour du tambour. Alors, dans cette première émission, on ne va pas vraiment parler de tambour. On va découvrir ton parcours personnel, ton parcours familial, une partie de ton activité artistique, parce qu'elle est bien plus large que effectivement, la production autour du tambour. Et puis, certains de tes challenges aussi de chef d'entreprise. Et on va commencer par la rubrique Kimounouye. Alors, Sully, avant de voir toutes les photos que tu nous as préparées ou qu'on a recherchées ensemble, qui retracent son itinéraire, dis-nous d'abord comment est-ce que tu te serais présenté? Comment est-ce que tu décrirais l'homme Sully Kali en quelques mots? Eh bien, en fin de compte, Sully Kali, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui est né dans une famille modeste, élevé par sa grand-mère. Pratiquement à l'âge de 5 ans, ma mère est partie chercher la vie en France. Oui, on va voir les photos tout à l'heure. Et aussi, c'est une personne qui était plus que modeste, qui était un enfant qui est l'aîné de 2 familles, mais toutes de même consacrées. Ma grand-mère, c'était ma mère, mon père, mon grand-père, tout ça mélangé. Elle m'a fait. Et elle est partie un petit moment déjà, comme tous les autres qui m'ont fait. Donc, je lui dédie cette émission, justement, à ma grand-mère, Maman Nini. Donc, c'est Madame Danglade Céline. Alors, on va voir justement une première photo, puisque la première partie de ta vie, tu l'as partagée entre la Martinique, où tu es né, et puis également la France hexagonale. On va le voir. Et tu vas voir une première photo derrière moi. Oui. C'est justement ta grand-mère. Alors, qui te tient là, le beau bébé. Oui, alors beaucoup de gens ont pensé que ma grand-mère c'était ma mère. Mais là, j'avais 9 mois. Oui, parce qu'elle est jeune pour une grand-mère. Oui, elle avait peut-être une 40aine d'années là. Et lorsque ma marraine, que je lui rends hommage aussi, parce qu'elle est décédée il n'y a pas tellement longtemps, on l'appelle Marraine Polo, c'est Madame Paul Agricole, qui habitait à Trénel. C'est elle qui m'a offert cette photo, puisque c'était ma marraine, elle m'a porté au baptême. Elle m'a dit, regarde s'il est. Bouglan, on m'a joke. Ah oui, déjà bien costaud là. Costaud. Ah oui. Donc j'ai eu le plaisir de voir ma grand-mère sur les bois de ma grand-mère. Donc tu l'appelais Maman Nini? Maman Nini. Mais son vrai nom, elle est née d'Anglade. C'est Madame Céline d'Anglade de Léonie. Et c'est pourquoi la diminutif Nini, Maman Nini. Donc ta grand-mère en fait t'a élevé parce que ta maman est partie en France assez tôt. Et c'est-à-dire que ma grand-mère, j'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ensuite, ma grand-mère a pris la suite de ma mère. Et tu es resté avec elle un certain temps? Ah oui, j'ai vécu toute mon enfance avec ma grand-mère. Alors la différence qu'il y a avec beaucoup de grand-mères, comme j'étais l'aîné, alors il était amené moi tout partout, la campagne, il fait chahi. Et puis c'est pourquoi, lorsque j'étais à la radio, je parlais de beaucoup de choses, que c'est un vécu. Il fait chahi. Et puis j'étais un enfant libre en fin de compte.
et avec le respect de la vie. Mais il faut savoir que dans cette affaire, lorsqu'on me regarde dans cette photo-là, j'ai un regard direct. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis souvenu que je me suis donné la chance. Je me suis donné la chance de réussir des choses dans la vie. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec un tempérament fort. J'explique par là que lorsqu'on était avec tous les jeunes de Gaumont, de mon quartier, j'étais le fédérateur, le rassembleur. Il me tenait c'est là, c'est le signe qui nous a rassemblés comme nous pour nous aller. Le ralliement pour aller à faire la chasse. En doum, on prenait dans un bassin de l'eau, parce qu'avant les enfants se baignaient beaucoup. Comme je suis issu de la ruralité, il y avait des rivières, on allait se baigner, il n'y a pas cette pollution maintenant là. On marchait à pied et dans la campagne pour aller se baigner. Et en fin de compte, nous étions pieds nus, nous étions libres. Mais maintenant là, la vie a complètement changé. On va voir une autre photo quelques années plus tard, toujours avec ta grand-mère qui était omniprésente, effectivement, tu le disais pendant ton enfance. Donc là, c'est devant sa maison. Il y a ma grand-mère, je suis à côté de ma grand-mère, et à côté il y a Simon. Simon qui porte Lévi. Son père est décédé, c'est mon petit frère. Simon, Simon, il est du François, il est pêcheur au François, et son père, Yves. Et Lévi est décédé il y a même pas un mois. Et le petit garçon qui est à côté, c'est Joël. Qui est de dos. C'est mon petit frère. Anti-chabin. Un petit chabin. Anti-blanc. Ah bon? Puis son père, c'est M. Kali, avec ma mère. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Il est métis en fin de compte. Oui, tu vas nous raconter. Tu vois son visage, c'est mon visage, mais il est métis. D'accord. Et là, nous sommes chez la mère de ma grand-mère, que j'étais ma bonne maman, Madame Cornélie d'Anglade. Donc, ton arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Que tu as eu le temps de connaître. Oui, donc j'ai connu toutes mes grand-mères en fin de compte, et arrière-grand-mère. Et là, nous sommes chez Cornélie et Bory. C'est famille Bory. Bory, son mari, c'était M. Bory. Donc ma grand-mère, c'était l'aînée de tous ses enfants. Et là, vous êtes habillé comme si vous étiez allé dans la messe. Mais peut-être, nous sommes venus voir grand-maman, nous. Arrière-grand-maman, une bonne maman. Ouais, nous sommes venus voir bonne maman. Regardez ses souliers à tout bas là, ça c'est extraordinaire. Pourquoi tu m'as habillé, moi, toujours? Les tenues d'avant, non, à présent, non. À présent, tout le monde est jean pour aller dans la messe. Tout le monde est jean, Alors, tu as grandi au Gaumont. On va voir une photo d'époque. Enfin, pas d'époque, pas de ton époque, mais une photo ancienne du Gaumont. Raconte-nous le Gaumont en quelques mots. Ah oui, nous sommes dans la rue Jules Ferry, là, c'est la rue principale. Cette photo est prise sur le plateau de l'église. Alors, où se trouve la banque? Je ne vais pas nommer la banque. Là où se trouve, donc c'est la maison qui est en bois. Donc cette maison est en dur maintenant. Il y a une banque là. Et donc où habitait Ortolé, qui était directeur du siège du Gaumont, mais total. Et lorsqu'on descend la rue Jules Ferry, qui nous emmène jusqu'au, je vois le bout du marché du Gaumont. C'est la rue principale en fin de compte. Et sur la première maison sur la main droite, ça c'est l'école. Donc il y a un marché là normalement, mais c'est en prochain. Mais ça c'est toutes les maisons qui sont en bois là, sur cette photo, ont été remplacées par des maisons en ciment, en dur. Donc c'est la rue principale. Et tu me disais que le Gaumont, c'est la campagne, on le sait, mais c'est surtout la liberté. C'était pour toi la liberté, quoi. Pêcher, chasser, courir tout partout. La rue qu'on voit là, donc je connais chaque centimètre de cette rue-là, et puis du Gaumont. Surtout, je connais aussi les commerçants et commerçantes qu'il y avait là. Je peux raconter l'histoire. C'est dans ma biographie future, je raconte l'histoire de tous ces gens-là. Et là, sur le parvis, c'est qu'en 1839, il y a eu le tremblement de terre. Et sur ce parvis d'église, il y a eu 4 morts. Alors, sur le côté droit, il y a une citerne d'eau qui a été cassée. Lorsqu'on était petit, on a toujours pensé qu'il y avait un moment de l'eau. Et en face personnage de légende de la Martinique. Alors, on y croyait à l'époque. Hein. Mais oui, mais je me rappelle, il y a une bâchée, donc un véhicule qui a fait marche arrière sur le parvis de l'église, et ça a fait un trou. Et lorsqu'on était petit, on voyait un tunnel
je ne connais pas ça, comme si sous l'église, il y avait quelque chose, il y a eu beaucoup d'histoires autour de l'église du Gaumont. Hein? J'ai dit que tu as déplacé l'église là pour en Cacachin, voilà. C'est la légende. Mais ce que je peux dire, bon, c'est-à-dire que j'explique rapidement, et l'église du Gaumont, le Gaumont même, donc, faisait partie de une paroisse du Verbe et de Trinité. Oui. Donc on a mis l'église à tracer. Et donc, sur un terrain. Après ça, il y avait des difficultés. C'est là on a ramené l'église, je pense, vers le marché. Et en dernier lieu, là, il y a quelqu'un, donc terre curiale, terre du curé, on a mis à cet emplacement de cette église-là. C'est parce que l'église a été souvent déplacée, qu'il y a eu des légendes autour. C'est ça, Cabrit qui montait, tout ça. Et même en Allemagne, on m'a dit ça, mais c'est une légende. Mais il faut savoir que là, l'église, il y a des difficultés en ce moment depuis un tremblement de terre. Oui. C'est un élément, un édifice fragile qui, si la terre tremble, ça peut tomber n'importe quel jour. Mais ce que je veux ajouter aussi, l'église, c'est une église communale. Donc c'est la commune qui doit sauver cette église-là. Parce qu'il y a beaucoup de Gaumonais, beaucoup de gens qui sont illustres, qui ont été baptisés dans cette église-là. Et lorsqu'on voit, ça nous fait de la peine. Mais en temps voulu, je pense que la municipalité fera un effort, parce que pas une pièce commune sans belle église, c'est des bagailles. Sans l'église, sans marché. Alors, tu l'as dit, Sully, donc ton enfance, tu l'as passée au Gaumont, une partie de ta jeunesse aussi, mais à un moment donné, tu es parti en France. Oui. Et on va voir une photo, justement, où tu étais là-bas. Alors, je sais, du côté Pointibouin, ou t'es Pointibouin-Poix, ou t'es ni visage, là, t'es plus haut. Ah oui, tu sais, avec l'âge, avec le temps. Ton corps se transforme. Avec le changement de climat aussi. Oui, tout ça. Et c'est-à-dire que l'arrivée en France, là, elle a commencé Clécy, ou quoi Clécy, puisque ma grand-mère est chabine, et ma mère est chabine aussi. Alors, cette photo-là, Sully est tout mignon, là. Vous avez la richesse. Sully est tout mignon, là. Mais oui, je suis arrivé très tôt en France. J'ai vécu une année en France avec ma mère, et M. Kali, qui m'avait reconnu. Donc, je suis un enfant qui a un père, ici, qui est toujours vivant. Je le salue. Tu es né Lézin. Oui, mais mon père, c'est-à-dire que je suis né Lézin, mais mon père même. Ah oui. Mon père, c'est M. Tribault Félix. Ah oui, c'est ta maman qui porte Lézin. C'est ma mère qui porte Lézin. Je suis né Lézin. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent Lézin. Alors, mais j'étais reconnu par M. Kali, donc c'est pourquoi je porte Kali. Mais lorsqu'on dit Kali, Sully Kali, on a l'impression que c'est une consonance africaine, c'est ça. Ou bien de l'Inde. Mais non, c'est C-A-2-L-Y, c'est un vrai nom de métropolitain. Alors tu vas nous raconter, mais juste un mot sur cette carte. C'était à l'époque des cartes où on envoyait des vœux. On la voit à l'envers, mais là c'était en fait une carte de vœux de bonne année. De bonne année. Et là, c'était quelque chose. Donc tu avais des cartes personnalisées sur l'Italie, tu envoyais des vœux de bonne année, quoi. Oui, c'est-à-dire que lorsque j'étais à cet âge-là, petit comme ça là, mais avant de partir de la Martinique, il faut savoir comment je suis parti, hein. Donc petit comme ça, j'étais voir tous mes amis et ma grand-mère m'a habillé. Il a été qui n'existe plus, Mazarin. Il a acheté tout ce qu'il fallait là chez Magasin. C'était à l'époque, c'était une boutique de luxe. De confection très réputée. Et puis j'avais le chapeau Borsalino. J'étais à la veste, en bas sur les choix. J'étais déjà vesté. Même ici, côté Ronzet, je pars avec Belnom. Belnom, c'est lui qui nous a, avec son taxi, qui m'a amené à l'aéroport. Il est décédé aussi, il n'y a pas longtemps. Mais j'étais habillé depuis le matin pour aller prendre l'avion au Lamentin l'après-midi. Et là, à cette époque-là, j'étais passé voir tous mes amis, la main dans les gants comme ça, bandée, pour dire, je pars en France, mais on ne parle pas français, je pars en France, je vais là-bas, puisque dans les livres de lecture, je voyais les marrons chauds, je rêvais de voir tout ça. Alors, et j'ai fait une année en France. Alors, on va voir celle que tu es allé rejoindre en France, sur la photo suivante, c'est donc ta maman. C'est ma maman, Manotte, ouais. Et Manotte, là, on la voit, elle est sur un bateau, là. Elle est sur un bateau. Elle est certainement sur Eupinia. Ce sont des photos rares. Hein. Ces photos rares, c'est ma mère. Tout le monde partage c'est ma vraie mère, très jeune, très jolie, une chabine aussi, qui est décédée en 2013 à Paris, après 53 ans de vie à Paris.
Eh bien, elle a été enterrée au Père-Lachaise. Et ta maman, donc, elle a rencontré un Français de France, Monsieur Kali, donc, Oui. qui lui avait des ancêtres illustres et qui t'a reconnu. Oui, mais je ne savais pas ça. C'est après la mort de tout le monde, puisque là, le notaire entre en jeu, tout comme ça. Et puis, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui arrivent sur toi. Tu dis, mais c'est qui ça? Quand ça a passé là, c'est là que tu fais des recherches, tu fouilles. Et puis, tu constates que tu es dans un truc qui te dépasse vraiment. Mais il n'y a pas qu'à dépasser celui-là, hein, je connais la vie. Je connais avec mesure tout ça, puisque j'ai dit, tout petit, il faut se donner la chance. Je dis ça pour tous les Noirs qu'on nous écoute, tous les gens, les Blacks, tous les gens de la société civile, les gens de la société, tous, non. La vie, c'est un combat, c'est un damier. Donc, il faut être sûr de ce que tu fais, de ta vie. Il faut être droit dans ta vie aussi. Et puis, les choses arrivent tout doucement. Alors, c'est la rencontre sur le bateau. Donc, M. Kali a rencontré ta maman sur le bateau. Et c'est à ce moment-là que cette photo a été prise. Pourquoi il y a eu cette rencontre-là? Puisque M. Kali était fonctionnaire d'État. Et puis, il voyageait, il te recevait des impôts. Et donc, il y a un moment pour chaque chose. Tu peux te prendre... C'est-à-dire que chaque personne a sa personne. Le moment était venu de se rencontrer. Et donc, c'est comme ça, ils se sont mariés en France en 1962. Et là, et j'ai été reconnu, ainsi qu'une petite soeur, nous sommes à trois, avec la naissance du petit qui est métis, Joël, nous sommes à trois à porter Kali. Mais sinon, je suis un lézin, piochos. Et ce monsieur Kali, alors on ne va pas te demander d'en dire plus, mais tu sais qu'effectivement, ses ascendants étaient d'origine corse. C'est bien ça. C'est après qu'on a su ça. Oui, tu l'as su après. C'était un blessé de guerre, c'est quelqu'un, j'ai vécu avec eux à Paris, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Puisque, imagine-toi, où sortit la campagne, en fond gros monde là comme ça, et puis boum, tu arrives à Paris, et tu vois les lumières de Paris, c'était un rêve d'enfant. Tu vois les lumières de Paris, mais la vie familiale même, personne ne te raconte le vécu de chacun. Oui, c'est ça. Donc, tu es enfant, tu as fait l'école, ma première communion, tout ça, j'ai fait ça là-bas. Donc, tu te dis, tu es sur autre chose. Mais attention. Oui. Attention. Ça a été un sacré déracinement pour moi. Ah, bien sûr, bien sûr. Puisque la neige... Je vais te dire quelque chose. Hein. Là, nous sommes un truc en bois. Avant, à Paris, comment ça se passe? J'étais du côté d'Épinay. Tu arrives devant la porte de l'appartement. Il faut enlever tes chaussures. Et puis, devant la porte, et puis il y a des patins qui t'attendent. Et puis tu glisses par là. Glisser par là. Imagine que je sors de ma campagne, et puis on me dit il faut mes chaussures, et puis tu arrives avec des patins de l'appartement, tu glisses par là, ou tu peux tomber, puisque ou glisser d'abord. Parce que le parquet est en bois. C'était pas seulement un problème de changement de température, c'était aussi un changement radical de vie. De vie, quoi. De vie, ah ouais, j'ai subi tout ça. Et j'ai subi aussi le racisme, tout ça. Mais pas dans la rue, dans l'école. Et je peux te dire que dans cette affaire-là, M. Kali est venu me défendre. J'ai vu un combat entre les parents pour sauver celui, le soldat celui. Il faut sauver le soldat celui. Alors, on va regarder quelques années plus tard. On va voir cette photo, où tu es aussi en France d'ailleurs. Le Sully, jeune adulte. Ah oui, est-ce qu'on regarde son j'ai quitté en photo? Ah non, cette photo-là est issue de la comédie musicale de Ronnie Wall. Ah, d'accord. C'est une photo qui aurait essayé de Ronnie Wall. C'est pourquoi le truc est attaché comme ça. Là. Tu étais en France aussi. Oui, ça c'est des années 80. Non, mais les années 80, dans la comédie musicale L'Île aux Roses. Oui, parce que vous avez vu, il parle déjà de comédie musicale. Vous allez découvrir en fait le parcours artistique de Sully Kali qui a commencé avec des séquences très très particulières. On voit ça dans la rubrique qui suit, la rubrique matinique. Alors, vous l'avez compris, en l'occurrence, là, Sully, c'est un Martiniquais à Paris, puisque tu as eu une longue séquence parisienne dans ta vie. Alors, après, hein, dans ta vie d'adulte, quand tu es retourné à Paris en quelle année? En 1976. Et c'est là vraiment que je suis entré dans la vie artistique. Alors, ce qui s'est passé, j'étais ici, après le service militaire, j'ai le grade de sergent. C'est pourquoi je salue, par exemple, le SMA. Puis j'étais gradé au SMA. Ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me dire de rester. Je fais un engagement militaire.
J'aurais pu en Guyane. Surtout, j'étais, comme je suis grand, j'étais l'homme de base. Et puis, en fin de compte, il y a quelque chose qui me disait, bon, de voir autrement. Ça me permet de faire tout ce parcours-là. Mais après ça, c'est resté au moins 6 mois là. Alors, on va voir le début de ce parcours artistique, même si tu avais sans doute fait déjà certaines choses avant, avec les ballets anti-Guyane. Cette photo à Notre-Dame, je crois que c'était à Notre-Dame de Paris. Ça, c'est en 1977 à Notre-Dame de Paris. Je crois que c'est puisque entre-temps, Notre-Dame a brûlé. Oui. Donc, ça, c'est parce que pour que cette photo existe, c'est parce que tous ces amis, alors, Alex Dupil, qui est décédé il n'y a pas longtemps, à côté à Jean-Claude Dupil, qui est décédé il y a peut-être... De profil, c'est toi qu'on voit c'est moi, un petit peu caché. Qui est de face là. On voit des dames métropolitaines. Alors, c'est un autre groupe de ballets des provinces françaises. D'accord. On faisait partie. Un échange entre les ballets. Alors, il y avait un échange entre les ballets, c'est le ballet anti-Guyane dont je suis le président jusqu'à aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est sur Paris. Hein. Et avec les provinces françaises. Il y a même un Dix qui existe. Et il y a aujourd'hui, là, à la Martinique, il y a beaucoup de gens qui ont fait partie de ce ballet qui était dirigé à l'époque par Mme Marcin, qui était une dame de la Guadeloupe, qui est décédée aussi dans le Lot à Paris. Donc, il y a... Et puis, je pense, si j'envoie un bonjour pour José Lamartinière, il a fait partie de ce ballet aussi, là. Il y a plein d'amis qui ont connu, Nino Léo, tous ces gens-là étaient avec moi. Et les ballets anti-Guyane, donc c'était un groupe, ce qu'on appelait, entre guillemets, un groupe folklorique. Un groupe folklorique, on le répétait, dans l'appartement de Madame la responsable, et Madame Marcin, au métro, au Odéon. Et tu as présidé oui, je suis président ce ballet-là pendant plusieurs années. Ah oui, c'est-à-dire que je me suis, avec mes qualités, je suis arrivé, madame était âgée déjà, et puis enfin, quand ça s'est arrivé plusieurs fois, hein, ou quoi battre tambour, ou quoi chanter, ou quoi danser, tout ça, c'était pas commun. Donc, j'étais avec eux, comme pareil aussi, j'ai été 3 ans chorégraphe du ballet de Montjalier à Paris. On répétait à côté du ministère des Dom-Tom. Mais déjà, toi, tu voulais te diriger vers une carrière artistique. Non, c'est-à-dire que pour l'histoire, il faut savoir que, comment elle s'appelle, hein? C'est une fille Météo, qui est du Gaumont, qui venait en vacances au Gaumont, ce sont des amis d'enfance. Donc, on avait déjà le ballet donc, à la Missée du Gaumont, dirigé par Jacques Delphin, donc je lui envoie un grand bonjour, et merci pour tout. Alors, et là, elle me dit un jour, Sully, au lieu de rester là comme ça, viens à Paris, il y a tel ballet qu'elle connaissait. Ouais. Elle m'a dit, et puis, quelques temps après, je suis parti. J'ai été voir les représentants, Madame Marcin. C'est là que c'est parti, boum. Et il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On a fait toute l'Europe, l'Italie, partout, en Belgique, partout, avec ce groupe-là. Après, ah oui, beaucoup de choses. Et puis, il y a eu aussi un autre groupe dont on va voir une photo, le groupe Macandia. Ah oui, c'est un groupe Macandia que je créais moi-même personnellement. Alors, ce que je peux dire, nous voyons chez Jérémy Boa, premier tambouiller, oui, il doit être sur New York, hein, c'est le frère de comment s'appelle, Boa. Marjorie, c'est son frère. Nous voyons aussi Dominique Pilon à la flûte. Nous voyons un autre là qui est à Tartane. Il y a un autre qui est là, derrière le Chabin là, qui est venu me voir. Il y a Ludovic qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Et puis moi, je suis au tambour. C'était surtout un groupe de tambouillés avec des accompagnements. Et là, il y avait de la flûte également. Oui, et parfois, il m'accompagnait comme Kali, je donne quelques noms, même s'ils ne disent pas ça. Kali, Labinsky. Charlie Labinsky, ce sont des amis. Et puis Bago. On va voir justement sur la photo suivante. Tous ces gens-là qui m'accompagnaient dans les cours de danse que je donnais. Oui. D'ailleurs, sur la photo suivante, on te voit avec Bago Balthazar et Charlie Labinsky. Oui. Ça, c'est les années 80. Ah oui, tambour de Cadé Sanred là. Ah oui, c'était... Alors, parfois, ils allaient jouer avec moi aussi. Tu vois, c'est un gars-là à Longjumeau en 1982. Et nous sommes en 2022, ça fait un moment déjà. Et à ce moment-là, les groupes de tambour tournaient bien sur Paris, quoi, sur la France. Oui, on avait notre groupe. Et on tournait. C'est-à-dire que la vie, à cette époque-là, n'a rien à voir. Maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas jouer dans le métro.
mais à l'époque, là, on jouait avec des Guadeloupéens, notamment Eric Ozak, tous ces amis-là. Ah ouais, Tacita, qui est décédé à Paris. Tous ces Jimmy, tous ces gens-là sont partis déjà. Mais le tambour sonnait en France. Mais tu avais un son comme ça, là, dans la rue, mais tu partais surtout vers Sakouké, au moment, tout ça. Mais tu étais à l'affût que si les gendarmes venaient. Oui. Ouais. Mais maintenant, là, pour jouer dans le métro, par exemple, il faut avoir une autorisation, tout ça. Et parce que le son du tambour dans le métro, puis ça fait une caisse de résonance, ça gênait beaucoup. On a beaucoup de choses à voir encore, Sully. On accélère. On va passer à une séquence qui est assez marquante pour toi, la séquence comédien de cinéma, avec cette photo qui est tirée d'une fresque, quasiment d'une fresque musicale, Les Nègres Marrons de la Liberté, West Indies, ou Les Nègres Marrons de la Liberté. C'était une vraie fresque sur la colonisation et l'esclavage, en fait. Qui avait été réalisé par Medondo, qui est d'origine mauritanienne, franco-mauritanienne. Oui, c'est un réalisateur mauritanien qui est mort aussi il n'y a pas longtemps. Je vois Marianne Mathéus, de les amis. Il y a, et tu faisais partie des figurants. J'étais acteur. Et même pas acteur vraiment à cette époque-là. Donc, c'est un Nègre Marron de la Liberté. Et le bateau que tu vois là, c'est un bateau créé pour l'occasion dans l'ancienne usine de citoyenne à métro Quai de Javel, en plein Paris. Des trucs qui n'existent pas aujourd'hui, là. Mais il faisait froid, là. Hein. Alors, Thiémile était avec moi, j'étais à côté. Thiémile était là, on a fait venir Thiémile. Oui, parce que les gens ne savent pas ça ici, mais Thiémile était à côté de moi, pour la blague de ça. On l'a fait venir en direct de la Martinique. Parce que, pourquoi? Parce que le type de Thiémile, ça fait vraiment l'Afrique, vraiment, machin. C'est le sage, il était là. Il y avait aussi... parce qu'il y a une séquence du film qui démarre depuis l'esclavage, où on voit même des colons, des esclavagistes en train de vendre des futurs esclaves, en fait, qui vont être déportés. Et puis il y a aussi une partie qui se passe plus récemment. Mais oui, c'est pourquoi on voit les gendarmes. Voilà, qui était liée à la post-colonisation, et notamment à des mouvements indépendantistes, ou à des premiers mouvements indépendantistes. Alors, à Paris, c'était notamment à Paris. Oui, puisque on a reconstitué un bateau négrier à Paris. Alors, pour dire sincèrement, beaucoup d'Antillais ne connaissent pas ce film-là. C'est un long métrage. Ça a coûté plus de 500 millions de centimes à l'époque. Et c'est la production Soleil Haut. À la suite de ce film-là, ça a coulé. La production a coulé. Parce que le film n'a pas marché. À l'époque, c'était un sujet qui n'intéressait pas les... Et Medondo est mort il n'y a pas longtemps. Il y avait d'autres personnes que je connaissais, je ne sais pas s'ils sont là toujours, mais ça a coulé la production. Donc, je ne sais pas. Mais je sais que Medondo avait les bonnes. Et puis, on n'a jamais vu, on ne sait pas ce que ça... Mais je crois qu'il y a encore des copies qui circulent. Hein. Oui. Et j'espère qu'un jour, on en verra ce film. Ici, Peut-être sur Zitata. Et c'est un long métrage. Hein. Tout à fait. Et puis, tu as joué aussi avec M. Belmondo. Avec Belmondo, j'ai tourné dans 2 films. Dont on va voir l'affiche. Oui. Dans 2 films. Dans le professionnel, je vais expliquer beaucoup de choses. Et puis le marginal. Le professionnel, c'est-à-dire que j'étais content de voir lors de sa mort, il n'y a pas longtemps aussi. Donc c'est la bonne sonore du film qui a animé les messages pour annoncer son décès. Alors, je peux expliquer, par exemple, comment il fait Bébel. Alors, il avait sa grosse voiture. À l'époque, il n'y avait pas de... C'est le truc de bateau maintenant, pour le téléphone qu'il menait avec lui. Mais il y avait du doublage dans tous ces films-là, comme c'est le Star. Alors, moi, j'étais, à l'époque, pour ce film-là, j'étais gardien de prison. Donc, je surveillais celui qui était en prison. Mais normalement, c'est lui. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui joue sa doublure, qui se met en position, sur la paille, tout ça là, qui se met en position. On a Bébel arrive. Il y a quelqu'un, le régisseur. Il arrive, il dépose son truc. Il regarde ça, il regarde. Le gars se lève, il prend sa place, la même position. Et on dit, OK, c'est bon, une prise. Il se lève, il repart, il prend sa voiture, il a fini. Et tu as joué aussi dans le marginal. Le marginal. C'était des petits rôles, mais c'était des rôles quand même dans des grands films. Oui, puis après ça s'est venu. Après. Donc j'ai joué, ça s'est passé. Le tournage a eu lieu la nuit dans le Sentier.
à Paris, à côté du sentier là. Donc c'était le marginal. Des bons souvenirs. Ah oui. Et comment tu as fait pour arriver à ce qu'on te sélectionne J'étais vraiment dans le monde du show business à Paris. Ça, j'ai tourné, alors, en matière de film, j'ai tourné avec Un chien écrasé, avec Daniel Duval. C'était le nom du film. Le nom du film, Un chien écrasé. Oui. On a fait l'attaque d'un fourgon postal. Et parfois, je vois les gars qui étaient jeunes avec moi, qui ont continué. Et notamment Alès Descat. Qui est martiniquais, qui tourne quelquefois aux États-Unis. Parce qu'il y a plein, un moment, il faut savoir, en matière de films, d'acteurs, c'était difficile. Parce que je jouais plus, mais c'était difficile en France. C'est pourquoi chacun a pris sa voie. Il y a plein qui ont été aux États-Unis, il y a plein qui ont été surtout en Angleterre. Mais pas pour seulement les films, pour d'autres choses. C'était autre chose, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est difficile. Ça a toujours été difficile pour les Noirs. Même si ça a changé légèrement, on voit plus de Noirs dans les films. C'était des rôles un peu de caricature. On va voir d'ailleurs une bonne annonce, Sully. Ça va te rappeler quelque chose. On regarde la bonne annonce et on en parle juste après. Avant, vous n'étiez rien. Servir l'État est un devoir qui demande quelques sacrifices, notamment au niveau des salaires. Mais en contrepartie, qui pourrait vous offrir une telle sécurité de l'emploi, hein ? Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail existe, je l'ai rencontré. En adhérant à mon syndicat, vous lutterez pour l'égalité des droits des femmes et des hommes devant l'emploi. Plus la mixité s'affirmera dans l'entreprise, plus le harcèlement sexuel régressera. Camarades, sur les 550 000 employés des postes, sais-tu combien ont déjà pris la carte ? 300 000. 300 000, comme tu le vois, ça fait 80% des travailleurs qui nous font confiance. Aussi, on peut assurer à tous les niveaux. Salaire, temps partiel, mutation. Évidemment, tu n'es pas indispensable au syndicat. Mais le syndicat, lui, t'es indispensable pour le bon déroulement de ta carrière. Sans nous, que ça serait l'anarchie. Il y a des questions ? S'il vous plaît, dans combien de temps j'obtiendrai ma mutation pour chez moi, la Martinique ? 2 ans maximum. Oui, mais si tu adhères à la GGT, ça risque d'être moins long. Parce que nous, à la GGT, ce qu'on veut, c'est que les Noirs retournent le plus vite possible d'où ils viennent. Donc là, Sully, tu jouais le rôle, un peu caricatural aussi, du Martiniquais qui travaille à la Poste et qui ne pense qu'à une chose, c'est retourner dans son pays grâce à une mutation. Exactement. Et je t'assure que, même au niveau de la musique, c'est Louis Chédid qui a fait la musique, et j'ai dit à Louis Chédid, il faut modifier des choses. J'ai donné le rythme. Et il y a aussi des choses que j'ai demandé à DJ Kaminka, qui est son ami. Il y a le réalisateur qui fallait changer les trucs, que c'était trop doudouriste. Et même mon nom, Pichaouté, donc c'est pas évident, j'ai le scénario toujours à la maison. C'est un film je crois, de 1982 de mémoire. Non, 1990. Et effectivement, il y avait encore toutes ces caricatures qu'on retrouve parfois toujours, d'ailleurs. Oui, c'est pas évident, mais j'avais à peu près le 5e, 6e rôle. Une photo, parce qu'il y a eu la promotion avec Didier Kaminka, la promotion du film en Martinique. On va voir sur la photo suivante que tu as assuré la promotion du film. Oui, on est parti d'ici. C'était au cinéma Élysée. Et de le film, tu vois l'abbé Joffre. Yvon l'abbé Joffre était dedans. Il y a Yvon l'abbé Joffre, mais il me semble aussi, il y a José Dalma. José Dalma également, tout à fait. Moi, j'ai tourné pendant 2 mois au studio de Stein, en Paris, en région parisienne. Mais eux, ils ont tourné ici en Martinique. Puis il y a une partie, puisque après la mutation, tout ça. Et si je suis ici aujourd'hui à Zitata, c'est parce que j'ai été muté. Et je pense que et là, on voit Didier Kaminka aussi. Parce que toi-même, tu as été fonctionnaire là-bas et tu as été muté ensuite ? Oui, dans le film. Ah oui, dans le film. Ouvrez-le-moi là, ouvrez-le-moi. Bon, dans le film. Mais avec tous les gens, Pierre Richard, tout ça, on a passé de bons moments. Et je peux ajouter quelque chose pour les gens. C'est-à-dire qu'on me donnait 500 000 francs. Comment dire ça ? C'est-à-dire que 700 € par jour, l'équivalent de 700 €. Et pour moi, c'était un plaisir. On me donnait un chèque à production. C'était 500 000 anciens francs. Oui, anciens francs. L'équivalent de 700 € d'aujourd'hui. Oui, par jour. Par jour. Et j'allais chercher mon argent j'avais changé le chèque aux Champs-Élysées. Dans une grande banque là, je ne vais pas dire le nom, une grande banque. Et pour moi, c'était un plaisir. Donc, je me dit, waouh, ça t'a permis de mettre un peu d'argent de côté, ou bien d'investir. Dans mon premier livre.
Voilà, tout à fait. Ah oui, dans mon premier livre. Alors, on va terminer cette séquence parisienne. C'était vraiment le Martiniquais à Paris, hein, avec un logo qui va te rappeler quelque chose. Alors, ce n'est pas le logo que tu as connu au tout début, mais c'est une radio qui t'est très très chère, Tropique FM, la radio tropicale de Paris. Ah oui. Alors, la radio tropicale de Paris, je faisais partie de l'équipe de choc au début même, et fréquence tropicale. Et j'ai le numéro 10, je crois, dans le type de cette radio-là. Ça a été un événement extraordinaire à Paris en tant qu'animateur. J'ai animé l'émission Ziboulou, qui est décédé aussi, malheureusement. C'est-à-dire que en 1986, quelques temps après, puisque ça date de 81, et il y a des moments forts. C'est-à-dire que c'est là qu'on a fait, à Port-de-Vincennes, on a fait un truc là, et je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Il y avait plus de 300 000 personnes, c'est la qu'à ça jouer ce jour-là, mais que des jeunes Antillais et Guyanais. Je me suis dit, la Martinique, Guadeloupe, c'est vide. Mais ils sont tous là. Et alors, aujourd'hui, là, et encore plus, certainement. Puisqu'en fin de compte, l'événement qui se passe aujourd'hui, les Antillais-Guyanais sont étalés sur toute la France, maintenant. Mais la région parisienne, il y avait beaucoup, ça m'avait surpris. Et j'étais sur un stand avec, on venait d'être filmé par RTL Télévision. Pendant que je suis là, il y avait du monde. Et je prépare mes affaires. C'est Potoscope, qui est président d'association que je connais bien. Oui. Tous ces gens-là. José Potoscope, bel bonjour, ici, l'occasion de voir ça. Ce sont des gens qui se sont battus pour la communauté, qui se battent toujours. Et en fin de compte, je m'en vais à Tropique FM. J'arrive à Tropique FM. Et on m'annonce là que Ziboulou, donc André, qui était avec moi, André, c'est ma mère Martinique, hein, il venait de mourir. J'ai laissé tout ça, je vais à Saint-Denis où il habitait, je vois André du haut, comme un walk là. André, André Zaman, il a fait une crise cardiaque. Et puis il est mort. Mais il est avec moi vers 15h, 16h. Et puis là, c'est des trucs qui te marquent avec Tropique FM. Alors il y a eu aussi, on va devoir accélérer Sully, mais il y a eu aussi l'aventure du carnaval antillais de Paris. Ah oui. Alors c'est à Tropique FM, en 1981, l'époque de l'ouverture de ça, que j'ai lancé l'idée du carnaval de Paris. Et donc jusqu'à dans mes archives, j'ai des courriers, des gens qui m'ont écrit, et donc il fallait faire ce carnaval, tout ça. Et quelques temps après, on a entendu un carnaval qui existe à Paris et fait par Maurice Jallier. Maurice Jallier, oui. Mais je me dis, mais en fin de compte, mon idée a été piquée. Et tout le monde a encensé Maurice Jallier. Et le plaisir, il est mort il n'y a pas longtemps. Il a reconnu qu'en fin de compte, c'est grâce à Sully que le carnaval de Paris existe jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a fait chaud au cœur. Il a eu l'occasion de dire ça lors d'une émission à Martinique, la première, avant de partir. Donc ça m'a fait... Donc on a lancé... En fait, ce qui se passe, tu lances une idée, tu ne sais pas qui est-ce qui écoute. Et puis après, c'est ça. Mais le carnaval de Paris, il y a eu beaucoup de choses. Tu as eu d'autres collaborations sur Paris. Il y a eu notamment le magazine hebdomadaire de France Antilles Hebdo. Alors, c'est là que j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Comel. On s'est rencontrés là-bas. Effectivement, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, ça c'est clair. Attends, je vais te raconter. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est France Antilles Hebdo, pour les Antillais. Oui. Et le Sieur, je ne sais pas si tu te rappelles de tous ces gens-là qui prennent l'hélicoptère pour aller à Michel Le Sieur, oui. Et ce qui m'arrivait, moi j'étais responsable de la vente à la criée. J'avais mon entreprise déjà. Et Antillais était qu'à dire, ouais, quoi, vendre un journal colonialiste. Et on a remarqué un jour, et ça donnait des nouvelles. Ils achetaient un journal, 5-10 monde de Cali. Donc, ce n'était pas possible de tenir comme ça, là. Tu connais l'histoire, tu étais dedans, avec beaucoup d'amis. Bon, et après, tu as continué et puis, une pensée aussi pour Marilyn. Marilyn Ampigny. Ampigny, nous avons un bel... recevoir dans ces affaires. Oui, un bel bonjour. Et qu'on salue, effectivement. Ouais. Et puis, bon, après, tu as continué dans les médias, puisque jusqu'ici, en Martinique, tu as fait plusieurs émissions de radio, notamment sur Martinique Première, des émissions qui étaient très suivies le dimanche. Hein, le dimanche, oui. Voilà. OK, on arrive à la dernière rubrique. On est un peu pris par le temps. La rubrique politique.
Alors, Sully, dans cette rubrique politique, on va parler de ton engagement, l'engagement de ta vie, on peut le dire, hein, c'est la défense et la promotion du patrimoine musical martiniquais. Et on va le voir à travers deux activités parmi tes activités principales, l'édition d'ouvrages et puis la production musicale. Tout à fait. Alors, on va voir une première photo que tu as derrière moi. Enfin, même 4 photos, en fait, c'est le premier ouvrage que tu as dédié aux musiques et danses afro-caraïbes. Oui, c'est un essai sur toutes les musiques de Martinique, depuis le damier, belay, en passant par la mazurka, l'histoire de la biguine, tout ça, la rotaille, tout ça. Et puis il y a des schémas, il y a beaucoup de photos. Donc ça c'est. Et la deuxième photo, ça c'est, j'ai changé la couverture, mais c'est le même livre avec beaucoup plus d'informations. Oui. Et la première photo, je reviens dessus, il y a Antoine Dupil qui est au petit bois derrière moi, il est décédé depuis. Et puis on me voit sur un tambour. Et la photo du bas, c'est monsieur et madame Rosamond. C'est une photo qui date de 1993. Ils sont tous les deux décédés. Monsieur Rosamond, que j'aimais beaucoup, est né en 1900. Gentil, il était commandant de Hautaï. Et sa dame qui était grande danseuse de la Hautaï, a donc une pensée pour tous les enfants, parce qu'ils ont laissé 14 enfants. C'est des gros monde, hein. Oui. Et puis l'autre Oui, alors, il y a un qui m'a en japonais, là. Ça a intrigué moins. Alors, c'est l'édition de cet ouvrage-là, Musique des Afro-Caraïbes, en japonais, par les éditions Keshoshobo à Tokyo, où j'ai été plusieurs fois. D'accord. Ça veut dire que les Japonais ont été séduits par ton livre et ils ont voulu le rééditer. Ah, c'est une longue histoire, hein. Parce qu'au moment où la France était boycottée par beaucoup de pays du monde à cause de l'explosion. Oui, les essais atomiques en Mururoa, oui, tout à fait. Et là, donc, ça a été fait, ça a dû faire des années avant, et en 96. Donc tu as perdu du temps à cause du fait que la France était boycottée par cette partie du monde. Ça s'est passé dans un taxi, un couple de Japonais qui ont pris un taxi, dans un taxi à Gare du Nord de Martiniquais, Georges, et Georges est en train de lire ce livre-là, et puis il dit aux deux Japonais, vous connaissez ce livre-là, vous connaissez ce livre? Et la fille elle était chercheuse. Ah oui, d'accord. En traduction, traductrice. Comment on a ça? Ils apprennent le livre là, machin. Donc ils ont été au Japon, tout ça, trouvé l'éditeur, tout ça. Et puis je suis venu et puis j'ai signé avec eux. On sait maintenant que grâce à toi, mais aussi grâce à Harry Diboula par exemple, la culture martiniquaise est connue là-bas. On va voir un autre livre qui est un de tes très très beaux ouvrages aussi, c'est le Grand Livre des musiciens créoles, qu'on va voir sur la photo suivante. Et à côté, quelqu'un d'illustre, une illustre martiniquaise, une illustre chanteuse martiniquaise. Alors ce livre-là, ça fait un moment qu'il est sorti. C'est je relate la vie de 119 musiciens. Et entre-temps, il y a une quarantaine qui sont décédés. Donc ils sont immortalisés dans ce livre-là. Alors donc, tous les grands, hein, Stélio, Ernest Léardé, tout ça. Exactement. Ce que j'ai fait, et ça c'est pour la Martinique encore, toutes les interviews que j'avais données, que j'avais, toutes les paroles, tous les échanges que j'ai eu avec tous ces gens-là, parce qu'effectivement, ce qu'on nous voit, la photo qu'on nous voit, c'est Léona Gabriel, elle est morte en 71. Donc c'est une photo très très rare. Très rare, que j'ai la propriété, puis j'ai acheté de la mère de la Rocher, qui est décédée il n'y a pas longtemps, le photographe qui était à Fort-de-France. Donc là, elle est là, dans c'est-à-dire que la voir comme ça là, dans une prestation, avec des musiciens de la Martinique, de Lancry, peut-être le papa de Georges Sainte-Rose. Le papa de Manuel Sainte-Rose. Manuel Sainte-Rose, tout ça. Alors, donc, elle est dans le livre, mais ce livre-là, il n'a pas... la promotion n'a pas été faite vraiment, parce qu'il faut une question de temps, tout ça. Même l'ami qui a fait la photo est décédé aussi, donc tous ces gens-là... Mais c'est un livre qui existe encore ou que tu vas rééditer? Tu espères rééditer? J'espère le rééditer. Alors, ce livre-là, l'idée, c'était par exemple, Michel Sadabi, Maro Sculptier, ils sont tous dedans, ça fait beaucoup. Mais l'idée, c'était parallèlement à l'écrit, qui est leur voix, leur voix ou bien un extrait de leur musique. C'est ça que je voulais faire. Donc si tu le réédites, on aura aussi avec ça a coûté cher, ça a coûté extrêmement cher. Et c'est moi-même qui ai financé tout ça. Je me suis sacrifié. Ce livre-là, lorsque j'ai vu Hachette, je voulais faire la distribution. Et je dis, ils m'ont posé la question, le grand directeur en porte-maillot, l'éditeur c'est qui? Alors je dis, c'est moi. Mais il n'a pas compris. Il dit, c'est qui l'éditeur? Je dis, moi, celui. Le gars me dit, mais c'est pas possible.
Et comme si, ça, le petit nègre machin, il dit, non, c'est moi, mon éditeur. Parce que dans la classe des grands livres, lorsqu'il a vu le livre, papier glacé, tout ça, il dit, ouais. Et puis il m'a dit, il faut continuer. Et si un jour tu as un autre livre à faire, parce que je vais avec tout ça chez eux, peut-être que j'ai la chance. Oui, tu peux les voir et puis pour pouvoir ajouter le DVD avec les extraits sonores. Oui, mais il faut le livre là que j'ai, le premier livre qu'on a montré là, qui est traduit en japonais. Alors la nouvelle version, c'est Chamoiseau qui a fait l'exergue. C'est Chamoiseau c'est Patrick, c'est un ami qui m'a fait l'exergue, donc ça peut donner un plus. Ouais. Et dans celui-là, donc là, il y a la signature de Henri Salvador qui m'a donné une dédicace aussi dans tous les livres que les gens qui ont ce livre-là. Donc il y a la dédicace d'Henri Salvador. Alors, on va voir aussi que tu as pensé aux enfants sur les deux photos suivantes, puisque tu as créé en fait les aventures de Koyo, le tambour magique de Koyo. Tout à fait. Qui est même allé jusqu'à Cuba d'ailleurs dans le deuxième ouvrage. Oui, le deuxième ouvrage, c'est extraordinaire parce que c'est un rêve pendant que je dormais. Puis tu dors mais tu réfléchis, tu es là. Et j'ai dit qu'il fallait que j'écrive pour vulgariser le tambour. Notamment le tambour belay, il fallait écrire quelque chose. Et c'est venu comme ça, tout doucement. Alors Koyo, c'est qui trouve un tambour qui flotte dans la mer. Et l'histoire est partie. Et c'est ce tambour-là, qui était sur un bateau négrier, que j'ai personnalisé. Le bateau a fait naufrage, il flottait comme ça, donc il est devenu l'ami de Koyo, qui déambulait, qui se promenait sur la plage. Et ce livre-là est sorti il y a quelques années déjà, mais ça a eu tellement de succès pour les enfants, parce que les enfants des écoles ont théâtralisé ce livre-là. Et le deuxième est fini complètement aussi, parce que ces deux amis vont à la rencontre de la famille, des cousins qui sont à Cuba, à Trinidad, pour le steel pan, pour le goka, en Haïti, pour la soto, du vaudou. Mais il y a une astuce dans ce livre-là, il y a un fait historique. Pour Cuba, par exemple, il y a Maceo qui avait libéré ses esclaves. Antonio Maceo, oui. Et donc, la peinture, l'illustration est faite par un Cubain de Santiago. Donc, je ne veux pas que disent que les Martiniquais viennent pour faire. Donc, je fais de façon que peut participer. Là où je fais le livre, que c'est à Trinidad ou bien en Guadeloupe, tout ça, ce sont des gens qui font les... Bon, il y aura d'autres aventures peut-être pour Koyo. Non, c'est une série. C'est une série là. Donc, là, ils vont à Cuba. Là qu'ils vont découvrir la tumba francesa. Oui, tout à fait. Je passe au niveau de la tumba francesa. J'explique la tumba francesa, la révolution qui a en 1794, qui a fait que beaucoup d'esclaves sont partis avec les colons vers le sud de Cuba. Parce que le sud de Cuba est différent du nord. Donc, c'est ça. On va en parler dans la deuxième émission, puisqu'on parlera de la tumba francesa dans le cadre de toutes ces collaborations que tu as eues à l'étranger. Et il y a un disque qui va avec, il y a un disque que j'ai enregistré déjà. Alors, on passe justement à la production de disques, parce que tu es aussi producteur avec cette collection que tu as lancée il y a quelques années, la collection Patrimoine. Tout à fait. Et là, on voit deux des ouvrages que tu as. Alors, l'anthologie de la musique antillaise, c'est pas tout à fait la collection Patrimoine, par contre, tu l'avais ressortie. Non, c'est-à-dire que l'anthologie, je demande l'autorisation aux ayants droit de Rosamond et surtout l'autorisation au CMAC. Puis c'est un disque qui était en vinyle, qui a été édité par le CMAC en 1981. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils m'ont donné, donc je l'ai mise en CD. D'accord. Et puis Apollon Valade, maître tambour. Apollon Valade, c'était le maître tambour qui était danseur, damier. Donc on voit qu'il a le petit tambour dans le cou là. Il y a une histoire autour de petit tambour qu'on aura l'occasion de raconter. Donc Apollon, c'est son seul disque vraiment. Il a joué beaucoup avec Tiraoul, mais je l'ai produit, donc il est déclaré. Et que ce soit Apollon, les frères Rastock, ils ont déclaré l'assassin. Et 70 ans après leur mort, les ayants droit vont toucher les droits d'auteur. Très bien. Alors, deux autres ouvrages. Paroles de tambour. Oui. Paroles de tambour numéro 1 et numéro 2, que tu avais sorti. Et le deuxième, notamment, avec Robert Dessart. Oui, alors... C'est même le volume 3. Volume 2 et volume 3, pardon. Alors, celui qui est au petit bois, c'est Jojo, The Zubik, c'est Wogulus. Et une pensée pour lui, on était ensemble dans les vacances, il vit en France depuis un moment. Donc, ce sont des amis d'enfance. Et là, on voit l'action dynamique, la position sur le tambour. Donc, c'est un coup de tambour. Et là, sur le tambour, vous voyez, c'est un tambour, il y a une membrane, si tu vois ça. Donc, c'est un tambour à timbre. Puis avant, ces tambours-là ont disparu. C'est-à-dire qu'on mettait anti-filet
et anti-filet, bouillon qu'on a en souille, avec des bûchettes de coco, pour donner un son métallique. Lorsque tu joues un tambour comme ça, on le trouvait surtout dans la sautée, et puis le coup de main, et redit bois pour faire l'emplacement d'une maison, tout ça. Eh bien, ce sont des choses qu'on ne voit même plus. Mais, et à côté, il y a M. Robert Dessart, ce disque-là, je l'ai produit, enregistré en 2004. C'est pratiquement mon dernier disque avec lui, puis après il est décédé. C'était maître du chant, mais chez chanteur-conteur, c'est rare ça. Et puis damier, ce sont des gens qui partaient à pied de Sainte-Marie pour aller travailler dans tout le petit bout, pour apprendre aux gens à travailler la canne dans le sud de la Martinique, comme Thierry a fait ça aussi. Alors justement, une autre figure de la tradition martiniquaise, tu l'as dit, Thierry, avec qui, pour qui tu as produit 2 albums, avec lui, et puis un hommage également. Ah oui, alors là, ça c'est le groupe avec la Maman Saint-Ange, toute sa famille, avec la Maman Saint-Ange, c'est la maman de Thierry. On voit Galfeter, on voit tous les grands. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont presque tous partis. Et chaque personne a une histoire. C'est extraordinaire que je connais à peu près. Et toi, avec la collection Patrimoine, tu contribues en fait à continuer à les faire vivre et, tout à fait. à perpétuer la culture martiniquaise. C'est un travail patrimonial qu'on ne peut pas arrêter comme ça, sinon le pays est vide. Et à côté, c'est un DVD, c'est la dernière soirée Bellet de Thierry qui a été enregistré, qui a été réalisé en 1991, puisqu'il est parti en 1992. Donc c'est grâce à Jean-Claude Lamondia, à Jean-Claude, donc on a pu faire ça. Donc c'était un gars freelance qui était de passage, qui a enregistré ça, les images. Et ces images-là, ça sert à beaucoup de choses, puisqu'il n'y a pas grand-chose de tous ces gens. Et puis il y a eu une autre grande famille de musiciens, la famille Copette, pour qui tu as produit aussi plusieurs albums. Oui. Honoré Copette, Huron Copette, Barrel Copette, on va voir ensuite. Surtout Barrel Copette. Barrel Copette a fait 60 ans de musique, mais il n'avait pas de CD. Ah oui, c'est une histoire extraordinaire. Chez Philippe, tout ça, à l'époque de 78 et tout. Et donc je l'ai produit aussi. Ça s'est passé chez Kali. Et donc c'est là, je chante dessus justement. Et Honoré, c'était le frère de Barrel. Alors Honoré, c'est le frère de Barrel. Et Huron, c'était le cousin. Le cousin. Et Huron est de Sainte-Anne. Honoré et Barrel sont de Vauclin. Donc il y a un autre frère encore qui faisait la batterie, et le frère de Barrel. Donc c'est une famille de musiciens. Et les Copettes, ce sont des musiciens en général, ce sont des artistes en général. Et donc, grâce à toi, Barrel Copette, qu'on voit là en photo, a enfin pu avoir son CD. Il a pu avoir son CD, et puis il nous a laissé depuis malheureusement. Et il me disait, Sully, il faudrait que vous fassiez quelque chose. C'est-à-dire que je suis au tambour, il a la clarinette. Mais tu sais que c'est pas techniquement, c'est possible de faire ça, puisque j'ai les bonnes et tout. C'est possible, même à titre posthume, je peux jouer avec lui. Bon, on verra bien, parce que tu sais, la technique avance. Il y avait aussi Eddie Gustave et sa clarinette. Alors, Eddie, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. C'est un ami de longue date. Alors, ce disque-là, je l'ai acheté, j'ai acheté les doigts. C'est le disque où il est jazzman. Poinsettia, tous les morceaux de jazz même. J'aime ça. Alors, il y a quelques années, j'ai acheté les doigts dans ses mains. Mais il faut oublier que Eddie Gustave, c'est toute une génération de musiciens, c'est l'un des derniers qui a fait en Afrique, en France, partout, qui a produit, qui a lancé la musique africaine. Et donc, comme Gilles Salah, qui est dans le grand livre de musiciens créoles, l'histoire de Gilles Salah, ce sont des gens qui ont participé à la diffusion de la musique africaine en Europe. Alors deux autres artistes que tu as édités également, pas tout à fait de la même génération, Simone Zaman. Oui. Un mot sur Simone Zaman. Alors Simone Zaman, un grand mot parce qu'elle est en mauvaise situation depuis un moment, donc ça nous fait de la peine. Elle est toujours là, mais c'est pas. J'ai eu plaisir à rééditer son disque. Donc peut-être je vais le faire encore parce qu'elle est pas. On lui lance un grand message de Tchébé Simone parce que c'est pas évident. Pour elle, c'est une dame qui a fait beaucoup pour la culture. D'un seul coup, elle a disparu des écrans et tout. Pourtant elle est là. Alors
Alors, donc, on lui lance un grand Comme mot de soutien, Tchébéret. de soutien. Et puis à Curtis côté, Luisa, alors, et le fameux Aganila. Aganila, oui, Curtis, qui dit Curtis, on le prenait pour un anglais. Oui, on a cru qu'il était Saint-Lucien pendant longtemps. Saint-Lucien, tout ça. Et pourtant, c'est bon, on est Martinique, il parlait anglais couramment. Et il était un peu, il a été, je dis, j'ai pas peur de le dire, qu'il a été négligé par ses compatriotes. Il a eu plein de déboires, des petits déboires comme ça là. Mais c'était quelqu'un de beaucoup de talent. Et il me disait, Sully, bon, on ne fait pas, moi, je fais un bagaille. Donc je dis, mais oui, pourquoi pas. Je vois. Et en fin de compte, heureusement, puisque sur ce disque, il y a une autre titre que j'ai mis dessus, qui n'était pas dessus. Et Aganila a fait son œuvre, puisque Aganila a été repris par un Brésilien qui fait son œuvre, qui gagne de l'argent. Je ne sais pas, parce que c'est son titre fétiche, c'est Aganila, qui appartient à Curtis Luisa. Et Curtis Et il ne disait, reverse pas des droits d'auteur à la famille de Curtis. c'est-à-dire que ça se passe pas, je vais expliquer. Rapidement, Sully, oui. Oui, c'est-à-dire que Curtis me disait, avant son départ, il dit, il faut me faire un bagaille, faut me faire un bagaille. Je vois un truc, quand j'ai un truc producteur, je dois faire quelque chose. Je ne suis pas l'éditeur, c'est l'éditeur qui fait ces éditeurs. Mais un jour, aucun des ayants droit n'est venu me dire, celui ça nous a fait. Mais moi, sur moi-même, à un moment, il faut que j'aille Bien sûr. à la SACEM. Parce qu'il faut savoir, cette affaire-là, si la SACEM France a des accords avec SACEM Brésil, l'équivalent de la SACEM Brésil, c'est là, mais c'est un truc à haut niveau. Pour faire ça, il faut avoir des avocats et tout comme Bien ça, sûr. il faut de l'argent, tout ça. Donc, c'est à voir, parce que le gars, chaque fois qu'il fait un concert, c'est son titre phare, c'est à gagner là, et devant lui, il y a 80 000 personnes. Et puis, pendant ta poche, Curtis, il finit pas mort, qui a coulé de l'eau. On termine avec deux albums que tu as également produits, avec deux artistes de générations différentes, sur Noël. Oui. Noël et le carnaval pour Dieu des Ormeaux, et puis l'illustre Loulou Boislaville, 1958-1997. Oui. Alors ce disque-là, c'est le premier disque enregistré par le groupe folklorique martiniquais avec Loulou Boislaville. Alors, ce que je peux dire, on voit même Simone au milieu là, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Oui, Simone, l'épouse de Loulou. de Loulou. Mais le monsieur Nella, qui est le photographe, n'était pas a mis du temps pour arriver. C'est pas tellement une locomotion Rachel. Ils ont découpé le cochon et puis mettaient à sous table là. Et lorsque M. Nella est arrivé, là, le cochon est découpé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont pris les morceaux, ce qu'on voit là. Il y aura fistolé le cochon. Il y aura fistolé, on voit les coupes, couteau là. Il y aura fistolé quoi? Il a pu faire la photo pour la couverture du disque. Ah, mais c'est l'anecdote pour ce disque-là. L'autre, c'est des mots que nous avons perdu aussi, il n'y a pas longtemps. Alors, c'est Carnaval et Noël. C'est pourquoi il y a cette couleur. Ce sont des disques patrimoniaux, c'est-à-dire que c'est des bagailles pour nous garder. C'est-à-dire que ceux qui l'ont, regarde, parce qu'il y a l'économie de la musique qui est à terre, mais c'est tout ce qu'il faut avoir dans la collection patrimoine existe toujours, celui-là? Oui, ça existe. Donc tu pourrais produire d'autres albums? Je peux produire. Et peut-être en ressortir certains anciens. Mais je te dirais, c'est pas évident, parce que les choses ont changé vraiment. C'est pourquoi tout ce travail-là, et je dirais pas moribond, et là comme ça, comme s'il y a une chef de plomb. Il est en attente, quoi. En attente là, puisque c'est pas évident. Parce que tout ça, je ne demande à personne. Hein. Oui. C'est le sacrifice de ma poche, tout ça. Sully, merci beaucoup. Alors on doit se revoir pour une deuxième émission. On va beaucoup parler de tout ce que tu as fait pour la musique martiniquaise, notamment à l'étranger. On va parler de toutes ces collaborations que tu as eues et même de certaines choses très, très nouvelles que tu vas faire sortir avec un groupe d'Haïtiens américains. Oui. On va en parler la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas d'avoir déjà retracé une partie de ce parcours avec nous. On se retrouve très bientôt pour en parler de la deuxième partie de ton parcours. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain C'est à fait nous. Bonne soirée ou bonne journée.